Dernière étape de cette séance plénière, un symposium de Cantel Médical, Lumibird maintenant, puisque Cantel Médical chapeaute Lumibird chapeaute Cantel Médical et Lex. Et donc on va s'habituer à ce nouveau nom. Et donc là, on va vous proposer une session donc je vais vous présenter d'abord un topo sur l'UBM et le glaucome. Ensuite, on aura Mario Delator qui parlera en anglais sur la sécheresse et le glaucome. Vous savez qu'il y a des interactions sécheresse et glaucome, surtout avec les traitements. Et puis Yves Lachkar nous parlera des nouveaux traitements, souvent sans chirurgie, par rapport à ces patients qui nous posent problème. Donc d'abord une première présentation que je vous fais moi-même, donc sur l'apport de l'UBM. Nous sommes une société, une manifestation d'échographie et d'imagerie, puisque là aujourd'hui on couvre toute l'imagerie, mais on a commencé, enfin personnellement j'ai commencé l'imagerie par l'échographie, et l'UBM nous a apporté beaucoup d'éléments. L'OCT évidemment nous permet d'avoir cette très haute résolution. Vous avez ici caractérisé sur un OCT de segment antérieur la visualisation d'un canal de Schlemm, mais vous voyez que sur la partie qui est en arrière de la sclère et surtout sur les éléments pigmentés, on perd de l'information. Cette information est nettement mieux visualisée par l'échographie. Et donc, sur une série que l'on a faite dans les centres Explovision, on s'aperçoit que dans 58% des cas, on a du mal à discerner avec l'OCT la forme, la géométrie des procès ciliaires, alors qu'en échographie, on l'a directement. Et donc, ça va avoir des conséquences sur, d'abord, l'anatomie, vérifier l'angle, vérifier tout le segment antérieur, prendre des mesures et vérifier le corps ciliaire. Mais aussi, après traitement, on peut aller vérifier donc tous les traitements que l'on propose. Et vous avez ici quelques exemples. Pourquoi l'échographie par UBM nous a apporté une vision nouvelle? C'est qu'aucun angle ne ressemble à un autre. Et vous avez ici des exemples un peu extrêmes avec une insertion de l'iris quasiment sur l'éperon scléral, une insertion de l'iris sur les procès ciliaires. Là, c'était une racine d'iris très fine sur 360 degrés. Et vous voyez ici un procès ciliaire ridicule. Donc l'UBM a ouvert autre chose. Il nous permet aussi de différencier un bon moment de l'iris avec une structure kystique liquidienne ou un bon moment de l'iris avec des lésions. Et puis surtout, en matière de glaucome, on a appris qu'on pouvait faire comme un OCT, visualiser l'angle lumière allumée et lumière éteinte, puisque le fait de passer d'une pupille contractée à une pupille dilatée vous permet de voir en direct. L'angle est étroit mais ouvert, on l'observe dans l'obscurité, vous voyez la fermeture de l'angle qui montre donc un risque de glaucome par fermeture de l'angle plus tard. Les mesures du segment antérieur, on savait toujours que la profondeur du segment antérieur est un élément important. On rajoute maintenant le lens volt, donc la flèche cristalinienne, qui joue évidemment un rôle dans l'ouverture de l'angle. On a proposé avec beaucoup d'appareils OCT ou UBM des techniques de mesure. En vérité, on s'aperçoit que quand l'angle est trop étroit, les mesures sont très faibles ou nulles, et donc finalement, on se base beaucoup sur l'imagerie. Ensuite, la visualisation par échographie nous permet de faire le point sur les différents facteurs de fermeture de l'angle. Vous avez eu les exposés ce matin, donc profondeur de chambre antérieure, la position du cristallin et la position de sa face avant, le blocage pupillaire, le mécanisme iris-plateau. Le mécanisme iris-plateau est vraiment l'apanage de l'UBM, et puis les diagnostics différentiels, les kystes et les insertions antérieures de la racine de l'iris. Voilà quelques exemples de fortes flèches cristalliniennes. Vous voyez ici 1200 microns. En général, dans les moyennes de nos patients, c'est entre 600 et 700 microns. Là, vous voyez 1200 microns, et puis après une flèche encore plus importante en bas. Dans un glaucome malin, vous voyez la bascule de tout le cristallin en avant. Et malgré ce patient qui avait eu une iridotomie périphérique, vous le voyez ici en bas. Et donc, l'avantage de ces examens, c'est de faire le point anatomique. Ce test-là, je vous l'ai montré, nous, c'est ce qu'on fait en pratique courante tous les jours, en sachant que le diagnostic différentiel, c'est le mécanisme d'iris-plateau, et on a proposé depuis quelque temps une définition du mécanisme d'iris-plateau, non pas par la clinique, mais par l'imagerie, avec 3 critères. L'angle fermé, vous voyez qu'ici, on n'a plus de passage du humeur aqueuse jusqu'au trabéculum. La position des procès ciliaires qui est antérieure par rapport à l'éperon scléral. On a l'habitude de tracer une droite imaginaire entre l'éperon scléral et perpendiculaire au limbe, mais on voit très bien que les procès ciliaires sont à droite de cette droite imaginaire. Et puis, la fermeture du sulcus. Vous voyez ici, il n'y a plus de sulcus, ce qui veut dire que
les procès ciliaires basculent vers l'avant et peuvent pousser la racine de l'iris vers l'avant. Quand on a du mal à vérifier la position de l'éperon scléral, on peut se servir de la courbure de la cornée et courbure de la sclère, et l'intersection de ces deux vous flèche l'éperon scléral. Iris plateau, il y en a de différentes façons. Il y a des anatomies d'iris plateau où on a simplement une position antérieure des procès ciliaires, mais l'angle ne se ferme pas, et puis sinon vous avez ce genre de situation. Avec donc le diagnostic différentiel fait par l'UBM, ce n'est pas dans ce cas-là un mécanisme iris plateau, bien qu'en gonioscopie ça pourrait prêter à confusion, c'est une polykystose iridociliaire. Et puis l'autre diagnostic qu'on fait de plus en plus fréquemment par l'UBM, c'est l'insertion antérieure de la racine de l'iris. Vous voyez l'éperon scléral est là. Vous voyez que les procès ciliaires ne sont pas du tout en mécanisme iris plateau, puisqu'on a un sulcus très large, on n'a pas une position antérieure des procès ciliaires, par contre l'angle est fermé. Et vous voyez que l'épithélium de l'iris est presque collé à l'éperon scléral. On a à peine la place de passer l'épaisseur de l'iris dans cet angle, et donc c'est ça l'insertion antérieure de la racine de l'iris. Avec parfois, vous voyez ici un autre exemple, insertion antérieure de la racine de l'iris pure, et là, insertion antérieure de la racine de l'iris associée à un mécanisme d'iris plateau. Donc maintenant, même dans les diagnostics de mécanisme d'iris plateau, on sait différencier mécanisme d'iris plateau simple ou mécanisme d'iris plateau plus insertion antérieure de la racine de l'iris. À l'opposé, l'inversion de la courbure de l'iris dans les glaucomes pigmentaires, et vous connaissez la réponse, lorsqu'on a une libération de pigment dans l'angle iridocornéen, on peut faire un traitement par iridoplastie avec le passage soit en OCT, soit en UBM, d'une inversion de la courbure de l'iris avec une majoration du contact iridocristallinien à une position beaucoup plus rectiligne de l'iris qui récupère simplement un contact ponctiforme. Pour ce qui est du suivi après traitement, voilà quelques exemples. Ici, une iridotomie périphérique transfixiante. Vous voyez que la bonne réponse d'une iridotomie, c'est quand l'iris redevient rectiligne. Et vous voyez qu'ici, on a une iris tout droit avec l'iridotomie assez large. Par contre, ici, vous avez un petit doute. Est-ce que cette iridotomie périphérique est perforante? On sait que là, il y a peut-être un petit passage. Eh bien, quand vous regardez sur ce même patient, même secteur, mais en coupe de champ et en coupe de méridien, vous voyez qu'ici, on n'a pas trop de doute, mais surtout l'élément qui doit vous faire évoquer que cette iridotomie périphérique n'est pas fonctionnelle, c'est que l'iris continue à se cambrer vers l'avant, vous avez un bon moment d'iris vers l'avant, et donc là, on sait qu'il faut élargir l'iridotomie. Un exemple d'iridotomie périphérique qui n'a pas marché, on nous l'a adressé pour comprendre. Vous voyez ici l'iridotomie. En fait, quand vous faites une iridotomie sur une polykystose iridociliaire, on ne fait pas communiquer la chambre antérieure et la chambre postérieure, puisqu'il y a les kystes qui font barrage. Pour vous montrer les réponses après iridotomie sur un iris plateau, regardez ici. Pour nous, la définition d'un mécanisme iris plateau, c'est quand sur les 4 méridiens principaux, l'angle est fermé, vous voyez, angle fermé partout, position antérieure des procès ciliaires, pas de sulcus. Vous voyez ce patient, 6h, midi, 3h, 9h, tout est fermé. On fait une iridotomie périphérique, même patient. Regardez après, on a récupéré une petite ouverture de l'angle, là aussi, là aussi, là aussi, l'iris est bien droit. Donc le traitement de du iris plateau, en général, c'est plutôt déjà de commencer par une iridotomie périphérique. Même si on ne l'a pas diagnostiqué, en fait, on s'aperçoit que ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Vous voyez ici, une iridotomie en face des procès ciliaires. Et puis, parfois, on a des iridotomies qui sont très larges, qui sont fonctionnelles, l'iris est bien droit, mais le mécanisme iris plateau est tellement puissant que l'angle ne s'est pas réouvert. Donc là, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Et parfois, aller un petit peu plus loin, c'est faire une iridoplastie. Vous avez ici un exemple d'iridoplastie avec cet amincissement de la racine de l'iris qui permet de récupérer, en face des impacts d'iridoplastie, un passage vers le trabéculum. Mais de temps en temps, ces iridoplasties ne marchent pas bien. Et regardez ici, vous avez les impacts d'iridoplastie, simplement le trabéculum est plus en arrière. Regardez ici, on n'était pas assez périphérique, donc en général, les iridoplasties, il faut les faire très périphériques, vraiment au niveau de la racine de l'iris, alors qu'on en voit parfois qui sont situés sur le tiers externe de l'iris. On peut aussi aller surveiller les chirurgies filtrantes. Donc, vous voyez ici une trabéculectomie et une sclérectomie profonde. Sclérectomie caractérisée par le trabéculum qui persiste, la chambre de décompression et surtout la qualité de la bulle conjonctivale qui est comme une éponge. En fait, une bulle qui marche bien, c'est une bulle qui est comme une éponge, que ce soit en OCT ou en échographie. Et puis parfois, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bon moment de l'iris, est-ce qu'on est face à une structure donc kystique ou une tumeur qui a donné une hypertonie isolée sur un œil. Et donc là, l'UBM nous permet de faire ça et nous permet parfois de faire des diagnostics de lésions beaucoup plus importantes puisque l'UBM nous permet d'aller pénétrer tous les tissus, même les plus pigmentés comme le mélanome. Voilà, donc l'UBM nous a apporté une très haute résolution et surtout une pénétration très importante. Même par rapport aux meilleurs OCT,
on a cet avantage concurrentiel, puisque quand il y a des opacités, on a cette qualité de visualisation. On le sait pour le segment postérieur, on l'utilise pour le segment antérieur, et puis surtout, ça nous aide à mieux qualifier le mécanisme du glaucome, avec notamment la possibilité à la fois de faire un bilan anatomique lorsqu'on n'a pas compris ou lorsqu'on n'a pas une réponse correcte. Souvent, la première réponse du traitement d'un angle étroit, c'est une iridotomie périphérique. Il n'est pas question de faire un UBM pour tous les angles étroits. Par contre, quand vous avez un angle étroit auquel vous avez appliqué le traitement que vous avez choisi, mais que cet angle ne se réouvre pas, à ce moment-là, l'UBM peut être une bonne réponse à vous donner. Et puis ensuite, on peut aussi vérifier les mauvaises réponses, donc après les iridotomies périphériques et les mauvaises réponses glaucomateuses. Voilà globalement la synthèse sur l'avantage de l'UBM en glaucome. Alors maintenant, je vais vous présenter un des rois de l'échographie, Mario Delator, un échographiste très chevronné, imageur très chevronné, parce qu'il connaît aussi tous les OCT. Il est originaire de Lima, il a un très gros cabinet à Lima, et puis maintenant, il travaille aussi pour Cantel Medical. Donc, Mario va nous parler de l'œil sec et glaucome en anglais. Okay. Thank you, Mario. Thank you so much, Michel. Glaucoma and dry eye and glaucoma, this association, in the past, we never correlate both. But we discovered that dry eye was the Cinderella in ophthalmology. In the very beginning, a poor lady ran now a princess. There is a lot of publication and very, very important things about the dry eye in conjunction with glaucoma. I am a glaucoma specialist, and I fall in love with ultrasound, and then I share my life in both cases. Let's talk about the relationship between dry eye and glaucoma. Who is to blame? We will talk about the treatment, and very, very important, one quality diagnosis for dry eye. Okay, ocular disease, dry eye, ocular surface disease is a complex, multifactorial disease. You know, everyone knows about this case. And it includes the cornea, the lids, and also the conjunctiva in the lids. Okay, what is the dry eye disease panorama? It's the most frequent and least diagnosed pathology in ophthalmology. The people say, okay, I can see very good with my glasses. And in fact, they have problem with dry eye. They have cataract, and also we are looking forward to make a premium lenses. And if we don't care about the ocular surface, we make a big mistake. 350 million people in the world is the 21st century disease. It's treatable, but it's not a cure. And more or less 40% of the patients with DAD and the ophthalmic visits, and some things they do not know it, and we ignore it. And this is the most problematic thing. Okay, this is a vicious circle of dry eye, meibomian gland disease, infection, demodex, and inflammation. And also increased osmolarity, ocular surface inflammation, and instability of the tear film. Okay, in glaucoma, we always think about the intraocular pressure and always forgot about the ocular surface. And the patient came with red eyes, with concerns, and we don't care about that. This is a warning about what's going on, and we've always faced this kind of patients. What is the prevalence of dry eye disease in glaucoma? Both are prevalent in the elderly, and they coexist in the same patient. 59–60% of glaucoma patients suffer from dry eye disease. 27 have severe, 66 have severe, with severe dry eye, they have glaucoma. Drugs with preservatives generate it. It's the great number of drops and the longer of illness, more complications, is directly related to poor quality of life and therapeutic non-compliance. And also, when we operate glaucoma, we see the conjunctiva very, very thin, very, very variable, because they use medicine for a long time. Okay, the causes, preoperative, the causes of glaucoma, surgery failure.
subclinical inflammation, infiltration of inflammatory cells, activation of fibroblasts, and postoperative subconjunctival fibrosis can blockade the blebs. Okay, eye drops and preservative glaucoma is well known. And the question is, how to make the examination? The classic, the Ansen form, with Schirmer test, Theophylline rupture, breakup, Ross-Bengal, and other rights. Everything is invasive. Everything alters the surface. Also, we're making an examination with inflammation of the eye. Then we think that the daily practice, we must make a balance with the classic and non-contact comparative exam. And also, if we have artificial intelligence in our hand, we must use it. Current equipment I have on my home, CDAC iPen, and this is a platform that I want to present to you. It's a powerful CPU, high capacity, precise, has HD autofocus camera and large HD tactile screen, all the kind of connections, and is with a lot of algorithm to make a good examination of the dry eye. Multiple art examination is one device devoted to dry eye. You use keratometers, we use another things that they are not planned to be used in dry eye. Right now we have an absolutely clear platform to the diagnosis of dry eye. Intuitive, ergonomic, and also reliable clinical proven by algorithms with people here in France, here in Australia, and all around the world. Software navigation, too easy. Even I can do that. This is very intuitive, it's easy to manage, you can delegate it. And you can have, with placidocone and Wycon, blink, Nibud, interferometry, tear meniscus, and mammography. And it is recommended by TFOS. And also you can add to more exam in manual mode. BUT, generic exam, and grading scale. Ekron, Oxford, Guion, and Pult. And also it's integrate, because it's a computer, all the questionnaires as well. And we have a new thing. I think, meibomian gland disease is one of the most important parts in dry eye. And we have right now the opportunity to show it, not in the photos, but also retro-illumination. That is great. We integrate this light reverse tool with infrared light with trans-illumination. And look, normally we have the quality of the image like the normal photograph, and you can see mammography in infrared, and you have the idea for structure and loss of the meibomian glands. But right now, we have the opportunity to have an idea what's going on in the functionality. Why? By retroillumination, we can see the clogged glands, we can see something that is very important and is very difficult to see, not with our device, as the telangiectasia. And then black glands see with meibomian and gray glands few meibomian. And also, the most important thing also is we can give the patients and the doctors a printed report, very clear, very easy, and with a lot of photographs. Okay, we combine the diagnosis with the images that we like and we love. Then the treatment, the aqueous deficiency, lacrimal substitute, tear plug, scleral, you know that. The evaporative form, that is 85%, eyelid gene, eyelid heating, eyelid massage, lubricant drops, blinking reduction, meibomian gland expression. I want to talk to you about IPL. IPL right now, we have, and we were very proud to present our system. It's a premium intense blue light system. It's safe. Why? Because IPL stimulates circulation and improves inflammation treatment. It's direct antibacterial effect, stimulate fibroblasts, increase the synthesis of mucopolysaccharides and collagen, and also stimulate the neurostimulation of the parasympathetic innervation. Also, the neuropathic pain is all will be treated with this mode. Microcoagulation of palpebral-free border telangiectasia and reduce the inflammatory part, reduce the Demodex infection, and active production of prostaglandins with anti-inflammatory effect. And look, also, we can use it, this is Professor Dunn or Dr. Dunn
the effect of the IPL in Demodex is fantastic. Okay, sorry for the Demodex, but I want to explain what's going on. 4 shots and it's dead. And meibomian gland dysfunction, inflammation, bacteria, symptoms, everything could be treated with this IPL treatment. And now it's very easy. 4 sessions, day 0, 7 to 50, 15 to 30, and less than 50-30 optional. And we can combine the diagnosis with the CDAC, and we make the final examination after the treatment. It's easy, 2 weeks interval, 3 sessions. The protocol is so easy to do. Dry eye, meibomian gland inflammation, Demodex, a layer gel, and a cheek and temple, and 4 shots, a lower periorbital area at 8 millijoules per centimeter, meibomian expression which is necessary. Dry eye neuropathic pain is another protocol. This is also with expression, and the advanced protocol treatment also with antiscleral shells in order to protect the eye, intraocular lens. Recommendations, finally, I guess on time. Is newly diagnosis or under treatment, it is essential to assess the state of the ocular surface. Please correlate with your daily practice, especially in glaucoma. If there is a disorder, complementary treatment, IMED, is an improvement, so as no further damage of the ocular surface and avoid possible no complication with the treatment. It was so easy, we performed with my wife. Then I am so confident in the treatment that I asked Monica that she has IAD, and this is so easy to do that. It is not time consuming, and really I can tell you, she was very, very happy after the treatment and solved the problem. Women over 40 years old, they have 8 times possibility to have a dry eye disease. That means we are lucky sometimes. But don't forget, you are better than us. Okay, thank you very much. Because HTO and glaucoma usually present ocular sulfide disease, and this is greater if there are maximum therapy and older age, if you can complain about that. 66% of the subjects with severe OCD have glaucoma, preservative worsen OCD, evaporative unrelated with Schirmer, note. And then we have a complementary site examination, and we have a great treatment. Why don't use it and try to avoid preservatives? Thank you very much. Thank you very much, Mario, and thank you to Cantel Medical for this new device. We will try it. So now we will go to the last presentation of this symposium with a title in English, with new glaucoma treatments without drugs nor surgery. So this is a very enigmatic presentation. So Yves Lashkar pour sa présentation vers de nouveaux traitements sans médicaments ni chirurgie. On est impatient d'écouter tes diapositives. Merci. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, le titre, pour être honnête, il vient pas de moi, mais vous savez que on est à un symposium laser, donc on va pas vous parler ni de médicaments ni de chirurgie. Alors vous savez que les options thérapeutiques du glaucome, vous les connaissez tous, hein, donc on a soit un traitement médical, soit le laser, et ce dont on va parler aujourd'hui, soit la chirurgie. Alors la chirurgie, vous savez, on va parler on en parlera tout à l'heure, mais je vais vous parler d'abord des lasers. Et le premier laser dont il faut parler, c'est le laser SLT. Alors petit rappel quand même du laser Selecta, c'est un laser qui n'agit absolument pas de façon ni mécanique ni en coagulant. Il y a beaucoup de gens qui me disent combien de trous vous avez fait, est-ce que ça a cramé quoi? Ça n'a aucune action ni mécanique ni de coagulation, donc il n'y a pas de cratère, il n'y a pas de fibrose, il n'y a pas de déformation. Il n'y a pas ce qu'on avait avec le laser argon qu'on voit ici, là, avec ces espèces de petits trous qu'on avait avec l'argon. On a en fait une énergie minimale pour détruire les structures trabéculaires, qu'on appelle les mélanosomes, sans brûler les structures adjacentes, avec des faibles énergies, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc ça agit sur les mélanosomes sans agir sur les cellules adjacentes.
Et grâce à ça, avec plein d'actions, alors bon, on va pas parler de toutes les actions chimiques cet après-midi, mais ça agit sur énormément d'actions. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça remodèle la matrice extracellulaire et le recrutement des macrophages. C'est important parce qu'il y a un glaucome dont la cause est en fait ce remaniement de la matrice extracellulaire, c'est le glaucome cortisonique. Donc avec toute cette modulation, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus, on arrive à améliorer le flux sortant d'humeur aqueuse. Alors les indications, vous les connaissez, je ne vais pas vous les reprendre, hein. Donc c'est évidemment le glaucome en angle ouvert, mais également les pigmentaires, les exfoliatifs, en attente d'une chirurgie combinée, en alternative, alors un mix, j'en parlais tout à l'heure. Puis l'important, c'est d'avoir des patients de compliance douteuse. On n'est plus maintenant dans les schémas thérapeutiques médicamenteux où on ajoute des gouttes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de conjonctivite, plus de nerf optique et plus rien. On fait du laser beaucoup plus tôt. Et laser plus tôt, ça peut être le laser en première intention, en alternative à un traitement médical. Alors, il faut quand même pas faire du laser à tout le monde. Vous savez qu'il y a certaines formes de glaucome, notamment les congénitaux, les infantiles, les angles fermés, etc., qui sont absolument pas des indications au laser. Et puis, il y a des pièges, parce que lorsqu'on va poser un verre pour faire le laser, il va pas falloir traiter comme ici, on voit une ligne pigmentée en disant, voilà, c'est la ligne pigmentée, boum, je bombarde, et on a bombardé l'anneau de cheval B. Et en fait, en indentant, on s'aperçoit que le trabéculum était beaucoup plus postérieur. Alors, le laser en première intention, ça a été proposé, vous voyez, il y a plus de 20 ans, par Melamed, qui avait proposé ça dans une étude prospective randomisée. Et ça a été remis au goût du jour par mes amis anglais, puisque j'ai travaillé plus de 2 ans avec eux à Londres, et notamment Gus Gazard, qui a chapeauté cette grande étude, LIGHT, qui est une étude qui a analysé le laser de première intention en alternative à un traitement médical. Alors, je vous passe le protocole lourd, multicentrique, randomisant plus de 700 patients avec 365 patients qui ont eu du laser et puis 360 qui ont eu des gouttes. Ce qui est important pour ce protocole, c'est que, et c'est ce qui est pertinent, c'est qu'ils se sont pas focalisés uniquement sur la pression intraoculaire. Ils ne sont pas dit, voilà, alors on avait 16 au départ, on a 14, alors on a baissé de 2 et puis c'était pas suffisant, blabla, etc. Ils ont vu énormément de choses, notamment les fluctuations de tension oculaire, les détériorations du champ visuel, les détériorations du nerf optique fait avec des analyseurs de nerf optique, notamment le HRT. Et grâce à ça, ils ont pu analyser les résultats et ils se sont aperçus au bout de 3 ans que plus de 3/4 des patients n'avaient pas besoin de traitement de médical de complément pour équilibrer leur glaucome. Alors avec généralement parfois un peu plus de traitement. Avec, chose importante, quasiment pas de complications avec cette thérapeutique laser. Et alors qu'avec, évidemment, quand vous mettez des molécules, vous allez avoir des effets secondaires des médicaments. Et puis, ils ont publié cette année, en février, les résultats à 6 ans, vous voyez, et 70% des patients étaient sans traitement. Donc, on peut traiter des glaucomes sans traitement, et sans. Moins de progression du glaucome par rapport au groupe traitement médical, moins de trabéculectomie par rapport au traitement médical, moins de chirurgie de la cataracte et aucune complication grave. Vous allez me dire, c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de traitements post-op. Non, vous voyez, en post-op, on met quasiment rien. On met même pas de cortisone, on met un AINS. Il y a eu des études qui ont essayé de savoir ce qu'il fallait faire après un laser SLT. Généralement, un petit AINS quelques jours pour éviter la douleur suffit largement. Alors, avec des résultats initiaux qui sont bons, alors on va vous dire, oui, vous voyez, au bout de 6 ans, il y en a que 3/4 qui sont équilibrés. Effectivement, il y a une perte d'efficacité dans le temps, mais c'est un traitement sans goutte, sans chirurgie. Alors, on avait publié une série, nous, sur 12 ans, puisqu'on a le laser depuis un certain temps, avec des baisses pressionnelles de 32%. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est important, 32%. Alors, le seul problème qu'on a eu dans notre étude, c'est les perdus de vue. Vous voyez, lost patients, 34%. Donc là, il ne faut pas penser que le patient doit partir en disant « ça y est, je suis guéri du glaucome, au revoir, j'en reviens plus ». Donc ça, c'est le problème numéro 1. Avec des résultats à long terme, quand je vous voyais, à peu près 10% de perte d'efficacité dans le temps, avec des critères d'efficacité qui sont importants, notamment sur la qualité de vie, la progression de la maladie. Alors, on a fait pas mal de topos là-dessus, notamment avec Marc Latina, qui est l'inventeur en fait du laser SLT. Dans mes conflits d'intérêts, je n'ai pas d'action, j'allais dire malheureusement, avec le SLT ou avec le Mi-Bird, etc., etc. Mais j'avais proposé à Marc,
en disant on nous saoule là avec les mix, on va proposer un nouveau terme, MILT. Il m'a dit ah ouais, c'est une bonne idée. Alors moi j'ai dit on a fait un petit topo, minimally invasive laser treatment. Vous savez, on vous bassine avec les mix, voilà, on va vous faire du MILT. Alors à la part du mix, on va faire du MILT. Alors c'est moins agressif et moins efficace. Surtout que j'aime bien ce papier qui a été fait par Alain Bon et Gordana, hein, qui est une amie avec qui on a travaillé beaucoup à l'EGS. Quand on vous parle des mix, on vous dit qu'il y a quand même une définition pas très claire des mix. Hein, on est un peu perdu. Hein. Ça coûte cher, il y a pas mal de conflits d'intérêts, les indications sont pas certaines, et puis la qualité des rapports est pas top. Et puis le MILT, c'est tout le contraire. Il y a une définition bien claire, on sait exactement le coût, peu de conflits d'intérêts, les indications bien posées, et il y a des très bonnes qualités de rapports. Surtout que les mix, alors pour être honnête, je suis chirurgien du glaucome, hein, donc je plaide pour la chirurgie depuis des années, hein, donc je les ai à peu près tous essayés. Maintenant, on essaye de les découper en MIPS. Alors MIPS, c'est pas mix, hein, c'est minimally bleb surgery, donc il y a une bulle. S'il y a une bulle, c'est pas si minimally invasive, hein. Donc ça s'appelle des MIPS. Alors oui, il y en a plein, hein, donc. Et puis, il y a les mix de trabéculaires hein, qu'on connaît, et qu'on étudie également. Et puis les mix suprachoroïdiens, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais vous voyez un peu la pléthore de petits procédés qu'on nous vend. Alors ceux qu'on pousse actuellement le plus, c'est les mix trabéculaires. Alors il y en a de plus en plus hein, qui sont posés. Hein. Alors moi je mets l'iStent, moi je mets l'hydrus, il y a les deux, il y a l'étude prospective, on en met plein. Les études prospectives, ce qu'il faut retenir, c'est que les gains pressionnels de ces mix par rapport à une chirurgie de la cataracte, elle est statistiquement significative, ce qui est royal parce que ça permet de pouvoir déposer des dossiers dans les instances, mais le gain pressionnel, c'est 1,6 par rapport à une phaco. Ah, ça fait pas rêver, hein. Bon. Alors, on essaie d'analyser la littérature, on voit les populations de glaucome, les angles, les combinés, est-ce que c'est phaco versus phaco mix, ça fait 1,5. Avec le nouveau mix, on fait des grandes études, on arrive péniblement à 2, voire des fois 2,5. Et là, on se dit, les mix, oui, d'accord. Puis d'ailleurs, quand on va dans les congrès, il y a les sympos, puis il y a les plénières. Alors les plénières, les titres, ils parlent tout seuls. Hein. Ajouter un mix, solution ou illusion. Sûreté des mix, mythe ou réalité. Qu'avons-nous appris? Là, on parle au passé déjà. Hein. Bon, c'est embêtant. Après, au nouveau symposium du Moorfields, est-ce que les mix font mieux que le SLT? Les pour, les contre. Vous voyez, donc il y a un peu les pour et les contre. Hein. Alors finalement, les mix, moi j'ai envie de mettre des mix. J'en ai marre d'être old school avec mon truc, là, la trabéculectomie, la sclérectomie, mon petit laser, machin, etc. Mais quand même, le gain pressionnel, il est modeste. Puis il y en a des pléthores, et puis il n'y en a pas un qui vous dit celui-là qu'il faut mettre et les autres, on le met à la poubelle. Il n'y a aucun qui a émergé. Hein. Et puis, il faut dire que ça répond à la logique actuelle. Hein. Marché, pression commerciale, influenceurs, site internet, webinar, symposium. Vous voyez, le grand influenceur. Là, on le voit partout dans tous les mix. Hein. Vous ne pouvez pas le rater, c'est ceux qui font des mix. Hein. Donc, avec bulle, sans bulle, machin, etc. Tout ce qu'on veut. Bon, il faut continuer les recherches. La trabéculectomie survit effectivement, mais... vous voyez, il y a quand même des titres qui parlent d'eux-mêmes. Hein. Minimal Invasive Glaucoma Surgery, where is the evidence? Evidence, c'est la preuve. Hein. C'est pas où l'évidence. Hein. Donc, il faut garder la tête froide et puis analyser tous ces résultats. Et on retourne à notre laser, qui est pas si mal que ça. On évite les 120 degrés supérieurs. On retraite si c'est efficace. Parce que dans l'étude Light, ils ont également publié cette année l'efficacité des retraitements après des lasers. Donc on peut traiter et on peut éventuellement refaire un nouveau traitement après ça. Alors le traitement médical, on le met à la poubelle un peu quand même, hein, parce que c'est contraignant, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est pas toujours bien toléré, ça explose les conges, sauf si on met des traitements sans conservateur. Donc maintenant, je suis pas de traitement, je mets peu. J'allais pas dire jusqu'à pas, mais je mets jusqu'à très peu. Je préfère un laser et mettre une goutte de sans conservateur que de bombarder avec énormément de gouttes et avoir ça. Alors avant, vous voyez, c'était on met des gouttes, on met des gouttes, on met des gouttes, on met des gouttes, puis après on fait du laser, puis après on opère. Maintenant, c'est on met un peu de gouttes, ou quasiment on n'en met pas, on évite les conservateurs, on fait du SLT en première intention, puis si ça va pas, on va y avoir plutôt. Alors évidemment, le choix du traitement initial, il est compliqué. Hein.
Vous allez dire pas de traitement avec les lasers, je veux bien, mais on veut y en arriver. Hein. Alors l'avenir, c'est quoi? Ils ont sorti maintenant un SLT sans contact. Il n'y a même pas besoin de mettre le verre. Le mec met la tête, paf. Alors on se dit, ah, c'est embêtant, là, c'est faisable quasiment par des optométristes. On va perdre notre gagne-pain, là. Et puis attendez, là-dessus, mais les Anglais 3, là, on peut faire aussi. Il y a un petit groupe de 14 patients qui a été présenté. Et là, il y a une étude, les mêmes que le Light, hein. Vous savez, Gus Gazar, etc. Ils font la Glorious Study Group, vous voyez, Glorious, pour analyser ces lasers sans contact. C'est pas mal. Après, ils disent, ah, on va faire mieux, on va faire une étude COAST. Ah, j'ai c'est quoi ce truc, COAST? Vous voyez, Clarifying the Optimal Application of SLT Therapy. Vous voyez, rien que l'étude, on va clarifier le traitement optimal du SLT. Et c'est quoi le truc? C'est une idée d'un copain, Stefano Gandolfi, qui est en Italie, qui dit, on va faire des petits SLT, mais on va en faire PRN. Vous savez, ProRenata, vous connaissez les rétinologues. Hein. Donc on en fait, on obtient une petite microbulle, et puis on peut quasiment essayer d'en faire tous les ans. Ouais, c'est scotchant. Hein. Donc pour l'instant, on n'a aucun résultat, mais il y a une étude qui démarre. Alors vous voyez, vous avez pour les patients, pour les glaucomes, faire peut-être ça. Puis vous allez me dire, oui, mais non, maintenant on connaît bien, vous savez, le mécanisme d'action. L'humeur aqueuse, il y a l'humeur aqueuse qui rentre, l'humeur aqueuse qui sort. Donc on agit sur la production, on agit sur l'évacuation, trabéculaire, uvéosclérale. Pourquoi pas? Je dis, et pourquoi on ne ferait pas pareil avec des lasers? Bah tiens, on a quelque chose qui agit sur le trabéculum, le SLT. Bah, on n'a qu'à agir sur la production et le flux uvéoscléral. Vous savez, ce qui agit sur la production d'humeur aqueuse, c'est les vieux lasers. Vous savez, les lasers diodes. On dit, ah non, c'est sur les yeux foutus, on fait du diode, ça fait des phtises et c'est une catastrophe. Alors maintenant, on a des nouveaux lasers. Alors, c'est pas MILT, mais c'est quand même un peu MILT. Au lieu d'envoyer un faisceau continu, 2000 milliwatts pendant 2 secondes, ça c'est le laser diode thermocyclo, on peut faire ce qu'on appelle du micropulsé. Alors, micropulsé, il y a des génies qui ont breveté le terme. Je ne savais pas qu'on pouvait breveter un terme micropulsé. Donc, nos amis de l'Uniburn, ils ont dit, on a Monsieur Ashkar, vous n'avez pas une idée? Je sais pas, on va découper, au lieu d'envoyer un faisceau laser d'emblée, on va le découper en pulse, et on va faire, au lieu de faire par exemple 2000 secondes, on va le faire petit à petit. Donc, on va faire, vous voyez, on envoie le laser, on s'arrête, le corps ciliaire, il a le temps de récupérer un peu, donc il souffle, on lui rebalance un peu de laser, il ressouffle, on lui rebalance un peu de laser, il ressouffle. Et puis, le temps entre ce qu'on envoie et puis le repos, ça s'appelle le duty cycle, donc on peut faire du laser subcyclo. Et avec ce laser subcyclo, on a fait les études à Saint-Joseph, c'est assez simple à faire. On se met à 3 mm du limbe, on prend la sonde, on balaye avec le laser subcyclo et on fait en fait de la diminution de production d'humeur aqueuse à minima sans avoir les effets délétères du laser diode thermocyclo. Mais on a vu aussi en faisant des UBM, on revient à notre UBM de notre ami Michel Pech, que ça agit pas uniquement sur la production d'humeur aqueuse. C'est pas qu'un robinet qui ça agit également sur le flux choroïdien. Donc finalement, quand on revient à nos moutons, finalement les MILT, on fait pareil qu'avec nos médicaments. On a une élimination trabéculaire, un SLT, on diminue la production d'humeur aqueuse à minima avec un laser subcyclo et avec la voie uvéosclérale. Personne n'a encore osé faire des combinaisons thérapie. On combine, hein, quand on vous dit, quand on combine des drogues, on vous dit combiner une drogue qui diminue la production d'humeur aqueuse, un bêta-bloquant, un IAC, un machin, avec une drogue qui élimine une analogue de prostaglandine. Et ben pourquoi on ne ferait pas pareil? On ferait du MILT, subcyclo SLT. Avec ça, on baisse la pression intraoculaire et puis on laisse pas de goutte. Puis le jour où il faut opérer de la cataracte, on opère de la cataracte. Moi, je vais me faire plein de copains qui mettent des mix, là. Putain, j'ai déjà trouvé. Donc, en conclusion, les lasers, effectivement, on peut arriver à des solutions, on va dire, sans ouvrir le globe oculaire. Parce que là, aussi bien le SLT que le laser subcyclo, c'est des solutions thérapeutiques. Pas de dents d'ophtalmie, pas de blébite,
pas d'ouverture du bloc oculaire, pas de décompression soudaine du globe qui peut entraîner une perte du point de fixation, possible en première intention, donc, ou même... et en fait, on s'est aperçu que plus on faisait ces lasers SLT tôt, mieux ils marchaient. C'est-à-dire que plus on avait flingué le trabéculum avec des gouttes, moins le laser Selecta était efficace. Donc ça préserve la conge si jamais une conjonctive filtrante doit être réalisée dans les glaucomes sévères, parce que la trabéculectomie et la sclérectomie, elle est loin de devoir mis à la poubelle. Et on évite d'avoir des fibroses de bulles de filtration. Il n'y a quasiment pas de complications. Moi, les seules complications que j'ai eues, c'est des complications d'inflammation, un petit peu j'ai eu quelques œdèmes de cornée. Ça, c'est quand les lasers sont appliqués un peu trop antérieurement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le trabéculum, vous allez un peu trop vers la cornée. Et là, vous commencez à abîmer un peu la cornée. Et puis, il y a des trucs qu'on peut pas, qu'on peut prévoir. Mais des patients qui avaient des antécédents d'herpès, le fait d'avoir un stress, vous savez que chaque stress, les patients, ils vont au ski, paf, poussée d'herpès. Un stress, paf, poussée d'herpès. Une cataracte, paf, poussée d'herpès. Et j'ai eu quelques poussées d'herpès post-SLT. Donc là, maintenant, je préviens systématiquement. Même avec le laser de Belkin, sans gonioscopie, sans rien, là, pour l'instant, il faut bien maîtriser la gonioscopie. Le seul risque de ces traitements, j'allais dire, sans gouttes, sans trucs, etc., c'est que le patient, il croit qu'il est guéri, il s'en va, il revient plus, il revient quand il n'y a plus de nerf optique. Donc, il faut bien expliquer aux patients que ça nécessite de toute évidence une surveillance au long cours, parce qu'il y a un risque de perdu de vue, il faut bien que le patient comprenne. Donc, de toute évidence, vous voyez, plein d'éditoriaux, est-ce que le SLT va modifier notre paradigme dans la prise en charge des traitements du glaucome? Oui, et très certainement oui.